Prévention des risques et catastrophes naturelles, le gouvernement autour de la table avec les légitimités traditionnelles de Bamako. Il s'agit de mettre en place une synergie d'action pour minimiser les dangers afin de sauver des vies. Mais le gouvernement n'ira pas avec le dos de la cuillère avec la libération des servitudes, les constructions illicites qui obstruent le passage des eaux. De leur côté, les légitimités traditionnelles seront à l'œuvre pour sensibiliser la population. À Douila, en 13e région et Nioro du Sahel en 11e région, pour le développement harmonieux des deux régions, des batteries de doléances ont été formulées par la population à l'endroit du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Il s'agit entre autres du bâtiment de certains axes routiers, l'équipement et l'acquisition de moyens roulants pour les services techniques. C'est au cours du recueil annuel des besoins et attentes des populations. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue aux informations sur ORTM 1. Pour que la saison des pluies de cette année ne soit pas une catastrophe pour les populations, le gouvernement amorce la sensibilisation avec les légitimités traditionnelles de la capitale. Il s'agit de mettre en place un mécanisme commun de prévention avec les dispositions à prendre pour éviter les incidents de l'année dernière. Au sortir, toutes les parties se sont engagées à jouer leur partition pour sauver les biens et également des vies. Le compte rendu à Lucéline Touré. On se souvient du phénomène des inondations de l'année dernière et des conséquences désastreuses qui s'en sont suivies. Dégâts humains et matériels et leur corollaire de désolation. C'est pour éviter de telles situations que le gouvernement a décidé cette année, sous instruction du chef de l'État, de prendre les devants. Pour minimiser les effets néfastes des inondations à venir, les plus hautes autorités ont décidé de procéder à la libération des servitudes et lits des 11 collecteurs naturels du district de Bamako. Pour ce faire, un plan d'action a été élaboré et adopté par le comité interministériel de gestion des crises et catastrophes. Ce plan d'action prévoit les activités suivantes: une campagne de sensibilisation et de communication, la préparation de la libération des servitudes des collecteurs naturels dans le district de Bamako, la prise de mesures d'accompagnement, les opérations de libération des servitudes et lits de marigots et le contrôle et le suivi post-libération. Les réactions des notabilités indiquent leur pleine adhésion aux opérations de libération des passages d'eau et des servitudes. D'ailleurs, les différents intervenants ont même montré qu'ils ont déjà anticipé, notamment dans la sensibilisation. Ce sont donc des ministres très réconfortés qui envisagent avec confiance la suite des événements. Nous sortons très contents parce que les échanges ont été fructueux et on a senti l'engouement de ces légitimités traditionnelles, de ces délégations spéciales et de ces maires des différentes communes du district de Bamako qui ont marqué leur intérêt par rapport à l'opération que nous allons entamer. J'ai été agréablement surpris par toutes ces réactions. Donc personne n'a émis même la moindre réserve. Ils disent qu'ils soutiennent le gouvernement à 100% dans cette opération. Et ils attendent de pied ferme à ce que le gouvernement engage cette opération. Ils ont déjà même commencé à leur niveau déjà à sensibiliser les uns et les autres qui occupent déjà ces servitudes des lits des marigots. Dans quelques semaines prendra fin la phase de sensibilisation. Ce sera alors le passage à la phase d'exécution. Avant cette exécution à Lucien Traoré, parlons à présent du rôle que le Mali a eu pendant la guerre d'indépendance de l'Algérie. À l'époque, ce qui a marqué les esprits, c'était justement l'élaboration d'un timbre postal. Pourquoi ce timbre postal en cette année 1960 et à quelle fin? Je vous propose de suivre Daouda Tekete, journaliste écrivain qui a beaucoup écrit sur cette période de l'histoire du Mali. Il est au micro de Youssouf Diakité. Ce timbre a été émis par le gouvernement de la Première République du Mali, dirigé par le parti l'Union souveraine RDA. Et c'est l'expression physique de la solidarité du peuple malien, dirigé par l'Union souveraine RDA, à l'endroit du peuple d'Algérie en lutte pour son indépendance. En même temps aussi, c'est une invite, parce que c'est un timbre qui est postal, qui est mis sur les enveloppes. Et partout où les lettres en provenance du Mali allaient dans le monde, c'était une invite au peuple de ces pays-là d'apporter leur contribution au peuple algérien en lutte pour son indépendance. Au-delà de cet aspect
de l'expression physique de la solidarité du peuple malien à l'endroit du peuple algérien en lutte, ce timbre a été émis bien avant même la reconnaissance par le Mali du gouvernement provisoire de la République algérienne. Cela a été fait en 1961. Donc, quand ce timbre a été émis, c'était 30 francs. Vous voyez bien que sur le timbre, c'est écrit 25 francs plus 5 francs. Les 5 francs étaient une contribution que chaque Malien apportait à l'Algérie dans le cadre de sa lutte pour l'indépendance. C'était la contribution financière du Mali. Alors cela, imaginez, à l'époque, il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas de messages électroniques, c'était les lettres. Combien de lettres étaient envoyées à partir du Mali, à l'intérieur du Mali et à l'extérieur du Mali par les Maliens? Imaginez un peu ce que ça peut avoir comme impact sur le plan financier. Et cela était apporté en devises étrangères. Parce qu'à l'époque, on avait le franc CFA, qui n'avait de valeur qu'à l'intérieur des anciennes colonies de la France. Mais donc, c'est avec la conversion de ce montant-là en devises étrangères qu'on apportait une contribution au peuple algérien. Or, à l'époque, nous avions nous-mêmes de gros ennuis, de gros problèmes de devises. Vous voyez à quel point nous avons consenti des sacrifices pour le peuple algérien. Voilà en réalité le message qui se trouvait derrière ce timbre qui a été émis par la République du Mali sous la direction du Modibo Keïta et de ses compagnons de lutte, guidés par la vision qui a toujours fait le credo du parti de l'Union soudanaise RDA. Cette période-là allait de 1961 à 1962. Ça a continué jusqu'en fin décembre 1962, après que l'Algérie ait accédé à l'indépendance le 1er juillet 1962. Mettons à présent le cap sur certaines régions du pays, notamment à Nioro du Sahel, la 11e région, et Dioïla, la 13e, où le bâtiment de certains axes routiers, l'insuffisance du personnel et de moyens logistiques au niveau des services techniques sont entre autres préoccupations évoquées par la population de la région. C'était au cours d'une rencontre organisée par le Conseil économique, social, environnemental et culturel dans le cadre de son recueil annuel des besoins et attentes des populations. Compte rendu, Moustapha Doumbia depuis Dioïla et Moussa Diakité à Nioro du Sahel. La mise à disposition à temps de l'engrais subventionné par l'État est l'une des préoccupations réexprimées par la population du Baninko au cours de cette rencontre organisée par le Conseil économique, social, environnemental et culturel. Un cadre d'échange et de débat pour recueillir les attentes, les problèmes et les propositions de la population. À l'entame des travaux, l'exécutif régional a invité à des débats francs et constructifs. Venir auprès de nous, recueillir les attentes des populations afin de trouver des solutions, c'est vraiment une bonne chose. J'invite les populations à beaucoup plus d'attention, beaucoup plus d'assiduité pour que leurs préoccupations soient prises en compte. Les participants sont les représentants des services techniques, de la société civile et des organisations socio-professionnelles. Ils ont examiné les problèmes et les propositions de 2024 pour formuler de nouvelles propositions. Les autorités ont pu prendre quelque part notre préoccupation, même si c'est minime. Vraiment, c'est un exercice utile. Vu l'affluence, vu le nombre, vu l'engagement de Madame le gouverneur, nous sommes très très contents, très heureux que cette session ait pu se tenir et que ce soit vraiment la totalité de la population concernée par les problèmes qui soit là pour travailler sur le document. Le bitumage de certains tronçons routiers, l'insuffisance de personnel et de moyens logistiques au niveau des services techniques sont entre autres préoccupations évoquées au cours de cette rencontre. Cette rencontre qui a regroupé toutes les forces vives de la région vise à recueillir les préoccupations, attentes et besoins des populations afin de les intégrer dans les rapports annuels qui sera soumis aux plus hautes autorités du pays. Aujourd'hui, nous sommes ici, en Nioro du Sahel, pour écouter attentivement les réalités du terrain, les défis que vous rencontrez au quotidien et les perspectives que vous envisagez pour un développement harmonieux et inclusif de votre région. Nous exhortons chacun d'entre vous à renforcer la résilience collective face aux défis que traverse notre nation. Il s'agissait alors pour chaque citoyen d'exprimer librement ses préoccupations et attentes et de contribuer à la construction d'un avenir meilleur pour un Mali plus fort et plus prospère. Permettez-moi à cette occasion de saluer la clairvoyance et l'engagement
du président de la transition, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, dont la vision pour un Mali refondé place le dialogue avec les populations et la justice sociale au cœur de l'action. Cette démarche participative, fondée sur l'écoute et le dialogue, est non seulement salutaire, mais aussi essentielle pour renforcer la cohésion sociale, promouvoir un développement équitable et durable et surtout rapprocher davantage l'État des citoyens. Comme le stipule l'article 165 de la Constitution, le Conseil économique, social, environnemental et culturel a pour rôle d'être la voix des citoyens, d'identifier les problèmes auxquels ils sont confrontés et de formuler des recommandations pour y apporter des solutions adaptées. Après Douila Nyoro du Sahel, nous accostons dans la Venise malienne, la 5e région, Mopti. Là-bas, la mairie est à pied d'œuvre pour renforcer la fibre patriotique de la population. On appelle ça les journées citoyennes. Montée des couleurs, rappel du sens de l'emblème national et sensibilisation pour le paiement des taxes sont les activités menées au cours de la 2e édition tenue sur la digue au bord du fleuve Niger. Boubacar Sankari. C'est sous les notes musicales de la fanfare communale que débutent les activités de la 2e édition des journées citoyennes de la mairie de la commune urbaine de Mopti, tenue sur la digue, le plus grand centre commercial de la Venise malienne. Un événement marqué par le rappel de la signification du drapeau national, suivi de la montée des couleurs par les pionniers. Des aides de développement qui vont permettre aussi à la commune de faire face à tous les défis que nous devons relever pour le développement de la commune. On ne peut pas développer un pays sans les citoyens. Nous devons faire le pas, nous devons agir d'abord en premier pour que nous puissions aller vers le développement. Et donc, raison pour laquelle nous lançons un appel à l'ensemble des populations de Mopti et surtout de la DIC, vraiment de redoubler d'adhère et payer les taxes de développement. Le message du maire a été bien reçu puisque plusieurs citoyens ont payé sur place leurs taxes, au premier rang desquels le chef de l'exécutif régional. Il y a eu des forts messages du gouvernement de transition par rapport à la sensibilisation des gens pour le paiement des taxes diverses et nous suscitons que les autres communes puissent emboîter le pas. Et dans le cadre de la saine émulation, pas de la jalousie, sinon de la jalousie active, afin que toutes les communes du Mali puissent faire de même comme la commune urbaine de Mopti. Autre fait marquant, cette journée citoyenne, la remise d'attestations de reconnaissance à certains citoyens de Mopti pour leur engagement en faveur du développement de la commune et la remise de poissons aux autorités administratives et communales par les travailleurs de la digue. Du Fassango à Mopti, en tout cas, ces journées citoyennes seront désormais institutionnalisées tous les premiers jeudis du mois, au dire du maire de la Venise malienne. On reste sur la digue de Mopti toujours, cette fois-ci pour vous parler de la formation des hommes des médias sur le journalisme sensible au conflit. La formation a été initiée par le projet de promotion de l'accès au financement de l'entrepreneuriat et de l'emploi au Mali, PAFEM, dans sa composante 3 sur le financement de l'UNICEF pour que les journalistes du centre soient des relais et des vecteurs pour la paix. Mahamoud Ouedrago, Suleiman Tebsougé. Le projet de promotion de l'accès au financement de l'entrepreneuriat et de l'emploi au Mali, PAFEM, en partenariat avec l'UNICEF, renforce la capacité des journalistes du centre sur la gestion de crises en temps de conflit. L'objectif principal de cette formation vise à renforcer la capacité des journalistes du centre dans la valorisation des compétences professionnelles des jeunes et des femmes. En période de crise, le rôle des médias et des journalistes devient primordial. Ils sont les sentinelles de l'information, les bâtisseurs de ponts entre les communautés et les acteurs de la promotion du vivre ensemble. L'éthique, l'impartialité et la déontologie sont les armes des hommes de médias, en l'occurrence dans la zone du conflit. Il convient de préparer les jeunes journalistes au concept de journalisme sensible au conflit, un concept qui milite pour la participation des journalistes à la résolution des conflits. Sensibiliser les journalistes et les personnels des médias aux enjeux de la communication responsable, éthique en période de crise, renforcer leur capacité à élaborer et à mettre en œuvre la stratégie de communication au niveau communal, local et régional. 2 jours durant, les journalistes développeront leurs connaissances sur la gestion de l'information en période de crise. Des berges du fleuve Niger de Mopti, nous prenons la direction du Kénédougou, Sikasso, la 3e région, dans le cercle de Cléla, à une 60aine de kilomètres de la ville. On a célébré la femme.
Un événement marqué par des expositions de produits locaux, des remises de tableaux, de reconnaissance, des prestations artistiques et des sketchs de sensibilisation. C'est ce que nous dit Moussokoro Sereme et Daouda Konati. C'est avec ferveur que les 53 000 âmes des 4 communes du cercle de Cléla ont magnifié la Journée internationale de la femme autour d'un certain nombre d'activités, dont une causerie débat sur le thème de l'édition 2025, un sketch de sensibilisation sur le droit de la femme et de la fille et une exposition des produits locaux. Une tribune idéale pour les femmes de la localité pour solliciter un appui renforcé des autorités administratives pour la prise en compte de certaines de leurs préoccupations. Les femmes de Cléla ont besoin de l'eau potable, d'une unité de transformation de nos produits locaux, un centre d'alphabétisation pour les femmes. Attirez votre attention sur la question sécuritaire, de localiser les services sociaux des bases de Cléla à la ville de Sikasso. Comme message à mes chères femmes, l'union fait la force, il faut être courageuse, battante. Et en réponse aux différentes sollicitations des femmes, les autorités saluent leur engagement et annoncent une avancée concrète pour leur accès à des moyens de production durables. D'immenses potentialités d'autonomisation de la femme existent dans le cercle de Cléla. C'est pourquoi, à travers le contrat-plan État-région, des travaux sont en cours en vue de la réhabilitation de la plaine risicole de Cléla. Entre défilés, prestations folkloriques et artistiques, les femmes de Cléla ont exprimé leur culture, leur force et leur espoir en un avenir meilleur, en illustration au thème 2025, accélérer le rythme de l'autonomisation des femmes et des filles, gage d'un développement humain durable. Et nous restons à Sikasso de Cléla. Je vous amène cette fois-ci dans le village de Molasso, dans la commune rurale de Kapolondougou, pour la fête annuelle du village. Un événement culturel très important pour renforcer la cohésion sociale et le vivre ensemble dans le milieu nouveau. Et la date est toujours très bien cochée sur les agendas de tous les ressortissants du village. Abdoulaye Diallo, Taïrou Konati. Initiée depuis des années, la fête traditionnelle de Molasso dans le cercle de Sikasso se veut un cadre d'échange, de partage et de retrouvailles entre fils et filles du terroir. Un événement culturel majeur pour la chefferie traditionnelle. La fête annuelle de Molasso est une tradition vieille de plusieurs années. Célébrée chaque année, ce rituel a pour but de renforcer la cohésion et le développement du village. Pendant 4 jours, les ressortissants du village et invités d'ailleurs auront l'occasion de revisiter le riche folklore du terroir sur la place publique, les lieux sacrés et assister à des sacrifices pour le village, le pays. Fait de réjouissance, de reconnaissance à nos ancêtres et aussi nous permettre à la jeune génération de s'impliquer dans la culture et les traditions de notre village. Elle nous permet donc de demander à ce que fête qui est là nous permette donc de préparer l'hivernage à venir. Un rendez-vous de donner et de recevoir qui aurait comblé toutes les attentes en cette année dédiée à la culture par les autorités du pays. Le Mali, pays de diversité culturelle. C'est du région de Molasso, dans la région de Sikasso, que se referme ce 13h dans nos programmes. À partir de 14h, samedi loisir, Amadou Kodio et son équipe célèbrent Amadou Bagayoko à travers ses œuvres pour saluer la mémoire d'une icône de la musique qui a fait danser le Mali et le monde entier. À 20h, vous retrouverez Khadija Toukone pour le grand journal du soir. D'ici là, prenez soin de vous. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Je vous retrouve demain à 13h et toujours avec le même plaisir de vous servir. Bon après-midi à toutes et à tous. Au revoir.